Nous sommes à Lisas, l'un des centres de la JAXA, qui est à proximité de Tokyo, à Sagamihara. Et c'est là qu'en fait que toutes les opérations de la mission Hayabusa 2 ont été menées. Et donc je vais vous parler de cette mission Hayabusa 2 qui a été un succès extraordinaire avec plein d'opérations complexes qui ont été toutes réussies. Et cette mission a ramené un échantillon de l'astéroïde Ryugu, dont vous avez un modèle ici, qui est donc un astéroïde qui fait à peu près 900 mètres de diamètre, qui a une forme de toupie, qui est très noir, qui est plein de rochers. Et cette sonde y est arrivée en juin 2018 et a révélé les premières images d'un astéroïde carboné, riche en carbone, ce qui est pour nous absolument extraordinaire, on rêvait de ça depuis des années, et a mené une série d'opérations qui a permis de récolter 2 échantillons à 2 sites différents et de faire aussi un impact et un cratère sur l'astéroïde, puisqu'en fait, l'une des opérations les plus risquées qui a été menée par cette mission, eh bien, c'est une expérience d'impact qui a consisté à déployer à proximité de l'astéroïde, à une centaine de mètres, une petite boîte qui, une fois que la sonde est allée se protéger derrière l'astéroïde, a explosé pour finalement donner de la vitesse 2 km par seconde à un projectile de 2 kg en cuivre qui a tapé sur la surface. Et ceci a conduit à la formation d'un cratère de 17 mètres de diamètre qui est beaucoup plus grand que ce que les calculs prédisaient. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la surface de cet astéroïde, en dépit du fait qu'elle est pleine de rochers, eh bien, elle réagit comme quelque chose de très mou, presque comme un fluide, d'où la taille du cratère. Donc, c'est absolument fabuleux. Et d'ailleurs, le 2e échantillon a été pris à proximité de ce cratère pour pouvoir obtenir de la matière de sous-surface. Et ces échantillons sont revenus sur Terre en décembre 2020. Et nous avons ici un exemplaire de ces tout petits échantillons. Alors évidemment, hein, ce sont de la petite matière. Hein. On a ramené 5,4 grammes d'échantillons de surface. Ici, vous avez un exemplaire d'un échantillon qui est un des plus gros que l'on a ramené. Donc ça paraît tout petit, mais avec ça, les cosmochimistes sont capables d'analyser toute la composition en détail. Et c'est absolument fabuleux parce que finalement, ce sont les premiers échantillons d'un astéroïde carboné qui ont été ramenés sur Terre, et ceci nous permet d'analyser la composition de la matière de ces astéroïdes, ce qui n'a pas souffert de la traversée de l'atmosphère comme les météorites, même si les météorites, bien sûr, nous donnent énormément d'informations. Mais là, on sait où on l'a pris, on a tout le contexte géologique, et on peut analyser cette composition qui n'a pas subi d'altération de l'atmosphère terrestre. Et grâce à ça, d'ailleurs, on a pu déjà mesurer une partie de cette composition qui est similaire à celle de météorites les plus primitifs qu'on a sur Terre, qui sont les chondrites carbonées, des météorites très riches en carbone, et parmi les plus vieilles. Et on a détecté des acides aminés, et on a mesuré les propriétés de l'eau que contiennent ces échantillons, puisque l'un des objectifs, c'est de comprendre quel est le rôle des astéroïdes dans l'émergence de la vie sur Terre. On sait qu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impacts, et il se pourrait que les astéroïdes aient amené tous les éléments qui ont permis à la vie d'émerger, et ce que l'on va vérifier avec notamment ces échantillons, qui sont finalement les restes de la matière qui a abouti à former les planètes, sauf que eh bien, les astéroïdes n'ont jamais grossi comme des planètes, donc leur matériau n'a pas chauffé, ne s'est pas transformé chimiquement, et donc leur composition est fidèle à la composition des ingrédients qui résidaient dans le système solaire avant même que les planètes soient formées. Donc on remonte à 4,5 milliards d'années dans le temps, et ceci nous permet de reconstruire l'histoire du système solaire, de la formation des planètes et de l'émergence de la vie sur Terre. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup d'étapes, ce sont les premières analyses, et on va continuer à analyser tout ça pour voir jusqu'où on peut aller dans ce scénario. Et là, vous avez le modèle de la sonde Hayabusa 2 à l'échelle. Donc on voit que c'est une petite sonde avec ici le cornet qui a permis de récolter les échantillons. Donc c'est ce cornet, lorsqu'il touche la surface, en 1 seconde, à l'intérieur, il y a un petit projectile de 5 grammes qui descend et qui tape à 300 mètres par seconde sur la surface de l'astéroïde. On en récolte la matière qui est éjectée par cet impact et on repart pour pouvoir se retourner à la position parking à 20 km de l'astéroïde. Vous avez aussi les panneaux solaires à côté qui alimentent les moteurs électriques de la sonde. Et maintenant, cette sonde, une fois qu'elle a délivré ses échantillons sur Terre, eh bien, elle est en train de revenir voir un astéroïde, c'est qui est en 2031 un tout petit objet de 30 mètres de diamètre qui tourne à peine en 10 minutes sur lui-même
Donc c'est une extension de cette mission qui est absolument extraordinaire parce que cet astéroïde, donc Ryugu, fait 900 mètres de diamètre. 30 mètres de diamètre, c'est un de ces rochers que nous voyons ici, mais cette fois-ci, un rocher qui est dans l'espace et qui tourne en 10 minutes sur lui-même. Donc là, il y a énormément à découvrir sur les propriétés géologiques de ce type d'objet. Et ceci a aussi une relation avec la défense planétaire, puisqu'un objet de 30 mètres de diamètre, c'est à peine plus petit que l'objet qui a explosé au-dessus de la forêt de la Tunguska en Sibérie et qui a pulvérisé 2000 km² de forêt. Donc il y a aussi cette importance de comprendre de quoi sont faits ces petits objets. Donc l'aventure continue, c'est absolument fabuleux et nos collègues japonais font un travail vraiment extraordinaire, ont pris des tas de risques et ont mené à bien cette mission, donc on est très confiants pour la suite.